Pour t'aider? Je suis Cynthia Pelletier, j'ai un conjoint Serge Lévesque, j'ai un garçon de 12 ans, Étienne Lévesque, et une fille de 10 ans, Anne Lévesque. Ma fille est intense dans la vie, donc elle était intense même dans sa naissance, dans son arrivée. J'avais accouché quand même rapidement du premier bébé, donc mon médecin m'avait clairement dit de dire au personnel médical que j'accouchais très vite. Je suis arrivée à l'hôpital, mon conjoint a dit « Dépêchez-vous, ma blonde accouche rapidement. Calmez-vous, monsieur, vous êtes stressé, on prend ça en charge. » J'ai dit « Non, non, vous comprenez pas, on accouche vite. » C'était minuit moins une quand le médecin est arrivé et a dit « OK, tu arrêtes tout, ça sort tout seul. » Donc, il y a vraiment eu un effet là, apaisant sur moi là, parce que le personnel autour de moi était vraiment stressé. J'ai perdu mes os là, à 1h du matin et à 2h12, j'étais avec mon bébé dans mes bras. Le docteur Saint-Arnaud me dit « ça a été violent hein? ». Puis son mot m'a au début choquée. Parce que c'est beau, un accouchement, c'est naturel, mais c'est vrai que c'était violent. C'était d'une puissance et d'une violence que j'aurais pas pu imaginer. La période de retour à la maison s'est vraiment passée de façon rock'n'roll. C'était la semaine de relâche, donc la garderie de notre garçon de 19 mois était fermée pour les vacances. Alors, on a accueilli notre belle Anne, toute la famille ensemble avec la routine du quotidien qui doit continuer pour notre grand. J'avais l'oreille bouchée depuis le mois de janvier, j'ai accouché au mois de mars, donc j'avais tout le temps une sensation là, de l'oreille bouchée. Quelques jours plus tard, on a attrapé un virus et c'est probablement là que ma surdité avait commencé. J'avais toutes les conditions gagnantes pour développer un virus qui s'est attaqué à mon oreille interne. Les acouphènes, c'est constant, c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24. Donc, quand tu apprends à vivre avec ça, c'est difficile. Je ne vivais pas les beaux moments que je m'attendais à vivre. Mon oreille a affecté le fait que je dormais peu. J'étais souvent stressée de peur de ne pas entendre. Tu sais, quand on apprivoise une nouvelle situation, on est toujours incertain. Il a fallu que je me parle, que je me dise « Regarde, tu vas l'entendre, ton enfant, tu as une autre oreille qui fonctionne. » 4 mois après mon accouchement, j'avais toujours pas un retour de mes règles. J'ai décidé de consulter là, ma gynécologue qui m'a fait prendre des prises de sang et il n'y avait aucun doute. Il n'y avait pas de pré-ménopause, il y avait juste des temps profondes ménopause. Probablement qu'un chamboulement d'hormones a fait en sorte que mon corps a dit « on est rendu à cette étape-là dans ta vie ». Donc, c'est ça qui était le plus difficile à apprivoiser, beaucoup plus que l'oreille, malgré les acouphènes, malgré la surdité. Alors que tu es dans une étape, j'avais 32 ans à l'époque, donc tu es à une étape où tu n'es pas du tout censé d'être rendu là. Nous, on avait prévu d'autres enfants aussi. Donc, c'est les bouffées de chaleur, c'est les sautes d'humeur, c'est un postpartum ou une dépression, ou tu sais, on ne sait pas. J'avais vraiment là, les montagnes russes là, au niveau de l'humeur. Il a fallu que j'apprivoise cette condition-là à un moment où tu t'en attends pas. Là. 4 ans plus tard, après avoir retourné travailler, j'étais enseignante au secondaire à cette époque-là. Apprendre à gérer des classes d'adolescents avec ma surdité, mes acouphènes. Bien là, il y a une autre pierre qui nous est tombée dessus du jour au lendemain.
Je me suis réveillée une nuit à 4 heures du matin, j'avais le bras gauche engourdi. Donc, j'ai pris panique, je suis partie à l'urgence. Puis, on m'a rassurée, ils m'ont dit « Tout est beau au niveau du cœur, mais je vais quand même te faire passer un IRM parce qu'un engourdissement comme ça, comme tu me le décris, ça m'allume certaines petites lumières rouges. » La nuit suivant cette IRM-là, je me suis réveillée et tout mon côté gauche était engourdi. Un engourdissement un peu comme quand on va chez le dentiste puis qu'on a un plombage qui nous gèle puis que ça dégèle. Là, on a comme un engourdissement, un picotement. Bien, je me sentais comme ça de tout mon côté gauche. Là, j'ai dit non, non, là, c'est vraiment pas normal. Le neurologue a clairement confirmé que c'était une sclérose en plaques. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont pu, cette journée-là, dire que j'avais la sclérose en plaques? Il y a deux choses. C'était la chance d'avoir passé des IRM des années auparavant pour mon oreille, pour voir l'oreille interne. Donc, il y avait des images témoins de quel était mon cerveau à cette époque-là versus la journée du diagnostic. Donc, ils ont pu comparer puis ils ont vu le nombre de plaques qui n'étaient pas là avant. J'ai passé une ponction lombaire cette journée-là et avec les résultats, bien, le protocole de sclérose en plaques de poussée a été établi. J'étais dans un corridor d'hôpital en attente de résultats. Le matin, je marchais quasiment plus. Puis j'étais là, il faut que j'appelle mon conjoint, je veux pas rester toute seule. T'sais. Je venais de me faire dire j'ai la sclérose en plaques. T'sais. Fait que mon amoureux est arrivé 15 minutes plus tard. J'y ai annoncé ça. Le visage, la réaction qu'il y a eu, je pourrais jamais l'oublier. C'était direct dans le cœur que ça allait. Lui aussi savait les grandes lignes de cette maladie-là. Puis il se disait, ben voyons donc, tu sais, comment en quelques jours notre vie peut-elle basculer à ce point? La sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative auto-immune. Auto-immune, ça veut dire que c'est mon propre corps qui attaque mon corps. C'est neurologique, donc ça se passe là, vraiment au niveau du cerveau. Chaque personne qui a la sclérose en plaques a des manifestations, a des symptômes différents. La mienne, c'est surtout au niveau du langage. C'est pas une maladie dont on guérit. C'est une maladie qui est là pour toute ma vie. Puis ça va toujours aller de plus en plus mal. Il n'y a pas de remède pour ça. Donc c'est vraiment de pire en pire tout le temps. À ce moment-là, je ne savais pas, à la fin de cette poussée-là, ça serait quoi mes capacités. Donc j'ai dit aux enfants, maman elle a une maladie qui affecte tout son corps sauf son cœur. À l'âge qui était, les enfants, le cœur, hein, ça a la forme d'un cœur, puis c'est l'amour, puis c'est pas l'organe en tant que tel. Donc j'ai dit, ça l'affecte partout, sauf le cœur de maman. Ça ne pourra jamais toucher le cœur de maman. Donc, maman, elle va réapprendre à marcher, maman va être fatiguée, maman va avoir les émotions en montagne russe, mais ça ne touchera jamais mon amour, puis ma capacité à être là pour vous autres. Maman va toujours être là, puis va toujours vous aimer. On avait dessiné chacun notre tour qu'est-ce que la sclérose en plaques représentait, puis qu'est-ce qu'on ne voulait pas qu'elle brise. Alors, on a ici Anne qui avait 4 ans, qui pleurait parce que maman était malade. Il y avait un soleil heureux parce que le cœur de maman n'était pas touché. Puis il y avait un soleil triste qui faisait en sorte que maman était malade pour toujours. Il y a aussi mon garçon qui avait dessiné, qui ne voulait pas que ça touche notre relation, que ça l'affecte. Il y a Serge qui disait que les rêves étaient brisés. Et Anne qui coloriait que je serais toujours une licorne. À la fin de cette poussée-là, c'est plusieurs mois de repos parce que ça avait été très intense. J'écrivais très difficilement. Je communiquais aussi là, par très courtes phrases. Je perds souvent mes idées. J'ai réappris à marcher avec le physiothérapeute. J'ai réappris à parler de façon plus fluide, à manipuler la dextérité était rendu très difficile.
J'ai fait des exercices avec l'ergothérapeute. On ne se cachera pas que Serge, nos tâches dans la maison, ça a toujours été 50-50. Là, c'est plus du 80-20 pour Serge. Moi, 20 quand ça va bien. Je fais tout ce que je peux, mais c'est de l'ajustement constant pour lui. Alors, qu'est-ce que je peux faire au quotidien, malgré ma maladie avec mes enfants? C'est préparer les repas. C'est sûr que je dois tout séquencer. Donc, le matin, je coupe mes légumes. L'après-midi, je fais une autre étape du souper. Puis, juste avant le souper, je fais l'assemblage. Les devoirs, avec eux, je peux les faire. Ça me demande énormément d'énergie, mais c'est un bonheur profond pour moi de pouvoir le faire avec eux. C'est beau, ma belle. Je fais 2 siestes par jour, une le matin, obligatoire. Puis j'ai toujours pas refait de poussée depuis la poussée du diagnostic. C'est vraiment des belles nouvelles parce que plus tu as des poussées, plus c'est dommageable, plus les effets secondaires sont permanents. C'était important pour moi de continuer à bouger. J'ai pensé à Sport Conscience avec Monique Gervais et son équipe. Puis on a parti là, un groupe de personnes qui ont des besoins à adapter pour bouger au quotidien. La maladie a affecté ma carrière du tout. Quand le médecin à l'hôpital m'a donné mon diagnostic, il m'a dit « Oui, lundi matin, tu retournes à l'école sans problème, tout va être correct. » Puis je suis jamais retournée. Si je veux être capable d'être fonctionnelle dans mon quotidien, c'est-à-dire prendre ma douche, c'est une activité en soi pour moi, là. Ça m'épuise autant que quelqu'un qui s'entraîne 1 heure. Ça paraît pas, mais moi, je le sens. Cette idée d'avoir un chien a toujours été présente parce que quand j'ai fait ma rééducation, j'ai été en contact avec de la zoothérapie et j'ai vu à quel point ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien dans le cœur, ça me faisait du bien avec les mains, juste de flatter un chien. Donc, je suis revenue souvent à la charge pour avoir un chien. Puis à un moment donné, Serge a utilisé une métaphore qui m'a vraiment frappée, là. Il dit, tu sais, Cynthia, là, depuis que tu as la sclérose en plaques, je suis dans un canot avec vous 3. Moi, je rame tout le temps. Tout le temps. Des fois, toi, tu rames un peu, mais globalement, je rame tout le temps. Il dit, j'ai pas le goût de ramer encore plus fort pour un chien. Fait que quand j'ai bien compris ça, qu'on n'aurait pas de chien, je me suis dit, bon, essayons de réfléchir en dehors de la boîte, essayons de réfléchir à quelque chose qui n'existe pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas emprunter des chiens 1 journée ou 2 par semaine à des gens que je fais confiance, que je sais qu'ils ont des bons animaux. Donc, c'est comme ça qu'est venue ma garderie de chiens pour ma fille, pour moi. Comment j'envisage la suite? Je ne l'envisage pas. Je vis chaque journée comme elle est, comme elle se présente. Je me réjouis d'être avec mes enfants, dans ma maison, avec mon amoureux. Parce que la vie peut changer vite. Je peux faire une autre poussée puis me ramasser dans une institution. On ne le sait pas. Puis chaque jour est aujourd'hui la plus importante. Un message que j'aimerais dire à mes enfants, puis je pense que je les inspire au quotidien parce que c'est vraiment le message que je leur dis tout le temps. La vie, c'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. N'attendons pas. Ça te rend heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite, mais ça veut dire qu'il faut que ta vie, ta journée soit satisfaisante parce que demain matin, tout peut être chamboulé.